Semble la première partie du cours sur l'histoire, dans laquelle on va parler un peu de Nietzsche, dont j'ai mis ici une célèbre photo. Euh, alors, la première partie de ce cours sera consacrée plutôt à l'histoire considérée comme connaissance, hein, non pas à l'histoire considérée comme processus, mais plutôt à l'histoire considérée comme connaissance, discipline. Et donc, on va poser en fait des problèmes qui sont des problèmes de méthode, d'épistémologie liés au travail de l'historien. Voilà. Alors, je vais essayer de soutenir cette thèse. L'historien doit apporter du sens. C'est-à-dire que, si vous voulez, ce qui me semble intéressant dans les études historiques, c'est précisément le fait que l'historien prenne parti. On fait parfois reproche à l'histoire de ne pas être une science au sens rigoureux, au sens exact du terme, de ne pas pouvoir véritablement obéir à un idéal d'objectivité. Et en fait, il me semble que cela n'est pas du tout la faiblesse de l'histoire, mais au contraire, c'est ce qui la rend intéressante, ce qui en fait une discipline peut-être plus intéressante qu'une discipline pardon, objectiviste, comme en fait les sciences en général, qu'on qualifie de dures avec beaucoup de mépris pour les autres. Il me semble au contraire que l'intérêt de l'histoire, c'est que ce soit une discipline dans laquelle l'interprétation reste ouverte. Voilà. Alors, donc, je vais essayer de vous montrer comment l'historien est amené à construire le sens et donc à s'engager hein, dans le récit qu'il fabrique. Alors d'abord, premièrement, la succession des événements ne constitue pas une histoire. Je vais ici faire un détour par la fiction, par une très belle fiction, une fiction de Borges. Borges, vous savez, c'est ce grand écrivain argentin qui est mort dans les années 80. Il est mort en 1980 ou 81, je ne sais plus exactement. Prix Nobel de littérature, c'est vraiment un immense, immense écrivain. Il a écrit beaucoup de nouvelles, en fait. Ce sont toujours des textes très courts. Et dans ce recueil Fiction, qui est le plus célèbre, hein, je pense, de ces recueils, il écrit une nouvelle très belle qui s'appelle Funès ou La mémoire. Et c'est une très bonne façon, je trouve, d'entrer dans le problème de l'épistémologie ou de la méthode historique. Alors, en fait, dans cette nouvelle, Borges imagine la rencontre avec un personnage donc fictif, vous avez compris, qui s'appelle Funès, et qui est doué d'une mémoire absolument extraordinaire. C'est le point de départ de cette nouvelle, c'est que Funès est capable de se souvenir de tout. C'est-à-dire que le narrateur va rencontrer cet homme et il va rencontrer un véritable prodige de mémoire, puisque Funès est capable de raconter une journée passée il y a X temps, X années, dans tous ses détails. Et donc il raconte, voilà, alors tel jour, oui, je me souviens très bien, à telle heure, il y a une dame qui a traversé la rue, puis c'est un chien qui est passé, puis une voiture, et il raconte tout dans le détail, absolument, l'ensemble de tous les faits qui se sont déroulés à telle date, à tel endroit, à tous les faits dont il a été témoin. Et en fait, Borges s'attend, enfin le narrateur s'attend à voir donc un prodige intellectuel, et en fait, il décrit un homme en fait qui est accablé, c'est un jeune homme qui est accablé et qui est alité dans le noir. Et en fait, il a toutes les apparences d'un vieillard, il n'a plus aucune énergie. Il passe ses journées en fait alité dans le noir parce que la vie extérieure le rend malade. C'est-à-dire qu'en fait, ne pouvant rien oublier, étant capable de se souvenir de tout, il ne peut plus vivre. Et il est complètement paralysé dans le passé, dans le ressassement finalement d'événements complètement anecdotiques et en réalité sans intérêt. Et la nouvelle se termine ainsi. Le narrateur quitte Funès, ne tardera pas à mourir quelque temps plus tard, et le narrateur fait cette réflexion. Au final, je m'aperçus qu'il était assez stupide. Enfin, j'ai une formule comme ça, très négative, pour dire voilà, c'est de la déception en fait du narrateur. C'est-à-dire qu'en fait, ce souvenir d'une journée entière dans tous ses détails ne sert à rien. C'est ça le sens de ce paradoxe, cette nouvelle qui est construite sur un paradoxe. Enfin, oui, sur
disons, un cas imaginaire, euh, en fait, se souvenir de tout, c'est ne se souvenir de rien. C'est-à-dire qu'en fait, se souvenir de tout, c'est totalement inutile. Et par exemple, si vous avez assisté à des événements marquants, mais que vous mettez sur le même plan que ces événements marquants, historiques, majeurs, des événements complètement insignifiants, comme un chien qui traverse la rue, ou une voiture qui passe, eh bien finalement, en fait, faute de faire le travail du tri, vous n'aurez aucune intelligence, aucune compréhension du passé. C'est-à-dire que finalement, se souvenir de tout, se souvenir de rien, finalement, cela revient plus ou moins au même, hein. Alors, en fait, oui, je pourrais ici utiliser une image très, très belle qu'utilise Descartes dans un contexte complètement différent pour préciser sa façon de décrire la nature. Et Descartes explique que un graveur, lorsqu'il veut décrire une scène de campagne, est bien obligé de styliser, c'est-à-dire en fait de retenir simplement certains traits marquants d'un paysage et de négliger tous les autres. Parce que si un graveur entreprend de reproduire chaque détail d'une scène vue, en fait, tout va finir par se noyer dans une sorte de confusion générale dans laquelle finalement rien ne ressortira, hein. Ce sera le chaos. Et donc le graveur est obligé de sélectionner les points marquants et ça. Eh bien, je crois que c'est exactement la même chose avec le récit historique. C'est-à-dire que le récit historique, nécessairement, doit négliger certains aspects du passé et se concentrer sur d'autres aspects pour montrer ce qui est essentiel. Mais cela nécessite évidemment un choix de l'historien. C'est pour cela qu'il y a de multiples façons différentes d'écrire l'histoire, hein, selon la perspective que l'on adopte. On va revenir tout à l'heure sur le perspectivisme dans le petit 2. Je me contente, je parle de le dire, et en fait Borges parle lui-même de Nietzsche. Borges, en fait, dans cette nouvelle, ne fait rien d'autre que développer les considérations, la deuxième considération inactuelle de Nietzsche, celle dans laquelle Nietzsche parle de l'histoire. Je commenterai le titre du livre de Nietzsche tout à l'heure, hein, dans la seconde vidéo. Nietzsche, en fait, dans cet ouvrage, s'insurge un peu contre les historiens de son temps qui ont tendance en fait à retenir tout, à vouloir absolument thésauriser le passé, protéger le passé à tout prix, dans une perspective un peu traditionnaliste ou nationaliste. Et Nietzsche explique qu'en fait la science universitaire de son temps est en train d'étouffer, c'est-à-dire que les hommes de son temps sont en train de crever littéralement sous le poids du fardeau du passé. Et Nietzsche fait remarquer qu'en fin de compte, l'oubli est quelque chose de très salvateur. Pour pouvoir avancer dans la vie, il faut être capable d'oublier certains aspects du passé pour pouvoir s'en libérer. Et faute de cela, en fait, les hommes de l'époque de Nietzsche, dit-il, sont en train de complètement se laisser intoxiquer par le passé. Et comme les personnages de la nouvelle de Borges, comme le personnage de la nouvelle de Borges, cette intoxication du passé empêche de vivre au présent, hein. Et donc Nietzsche explique qu'il y a certaines, il est nécessaire, il est sain d'être capable d'oublier, d'arriver à oublier certains aspects du passé, hein. Et même Nietzsche nous dit qu'il faut d'une certaine façon il faudrait presque prendre exemple sur l'animal qui, à chaque instant, oublie peut-être ce qu'il a fait la veille ou à l'instant précédent. Je crois qu'il faut tenir compte de cette remarque de Nietzsche, même à l'intérieur, enfin non pas pour dire que l'histoire ne présente aucun intérêt et qu'on doit s'en débarrasser, non, je ne sais pas du tout ce que veut dire Nietzsche, hein, mais plutôt que conserver l'intégralité du passé ne sert à rien, hein, et que on a besoin pour comprendre l'histoire, pour écrire l'histoire, de sélectionner et de négliger, de mettre certaines choses à l'avant-plan et certaines choses à l'arrière-plan, de considérer qu'il y a certaines choses essentielles et certaines choses qui sont parfaitement négligeables. C'est-à-dire que si on réfléchit, un événement historique ou une période historique n'existe pas en tant que tel, c'est pas des choses existant objectivement, c'est l'historien qui décide de les mettre en avant. Je vous propose ici de faire une comparaison très simple avec, en fait, avec le passé vécu. Quand on se tourne vers son propre passé, euh, on peut parfois avoir l'impression que nous avons à certains moments vécu des choses qui, sur le coup, nous ont semblé peut-être plaisantes ou désagréables, enfin, je sais pas, mais en tout cas, bon, relativement anodines, quoi, des choses qui nous ont pas marqué sur le coup de façon irrémédiable. Et puis, parfois, avec le temps, on s'aperçoit
que tel événement que nous avions vécu avec une certaine indifférence est en fait, avec le temps, devenu quelque chose de fondateur, quelque chose d'extrêmement marquant qui finalement nous a, je sais pas, laissé une marque très profonde. Bon, prenons un exemple positif, mettons. Vous avez, pendant votre enfance, eu l'occasion d'aller voir un ami en vacances dans une région que vous ne connaissiez pas. Bon, et puis sur le coup, voilà, ça vous a juste semblé plaisant, mais vous n'avez pas eu l'impression d'une révélation bouleversante qui vous marquera à vie. Et puis, je ne sais pas, les années aidant, vous vous souvenez avec nostalgie de ces vacances parce qu'entre-temps, vous avez vécu d'autres aventures, d'autres épisodes, d'autres choses qui ont contribué en fait à donner de la valeur à cette première expérience. Et en fait, peut-être que vous voyez, 5 ans, 10 ans, 15 ans après, on se souvient avec nostalgie d'un événement sur le coup que nous avons vécu de façon assez ordinaire et banale, et dont nous comprenons largement après à quel point il a été fondateur pour notre construction. Eh bien, je crois que dans l'histoire, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que dans l'histoire humaine en général, il y a certains événements qui passent tout à fait inaperçus au moment où ils se produisent. Et puis, en fait, il faut attendre longtemps pour que ces événements, en fait, fassent date, que ces événements, en fait, prennent toute leur ampleur. Je vais prendre, oui, on peut prendre en fait une multitude d'exemples, mais l'exemple, je sais pas, un exemple parmi d'autres, lorsque Copernic publie en 1453 son livre dans lequel il propose une hypothèse totalement nouvelle pour décrire les orbes célestes, comme ils disent, en fait les orbites des planètes, hein, en 1453. Donc en fait, quand il avance l'hypothèse héliocentrique pour expliquer le mouvement des planètes, son livre passe totalement inaperçu. C'est-à-dire qu'en fait, son livre ne rencontre pas du tout un succès immense, ni une vague de protestation immense, hein, et son livre sera ressorti de l'oubli seulement, combien 80 ans plus tard, lorsque Galilée écrira les deux grands systèmes du monde, dialogue sur les deux grands systèmes du monde, hein, en 1632, c'est-à-dire, oui, c'est ça, c'est 79 ans plus tard, hein, en 1632. C'est-à-dire qu'en fait, et à partir de là, en fait, Galilée va donc prouver que Copernic a raison, et à partir de là, du coup, la date copernicienne deviendra la date de publication de Copernic deviendra en fait un événement historique parce que Galilée sera passé derrière. Mais en fait, et donc depuis, on a parlé voilà, de la révolution copernicienne, et puis voilà, tous les savants modernes sont parfaitement conscients évidemment de la dette énorme que nous avons à l'égard de Copernic et à l'égard de Galilée. Mais vous voyez, il a fallu en fait que les événements décantent, que les événements, que le cours du temps fasse son œuvre pour donner à cet événement qui aurait pu rester en fait stérile, perdu, hein, et bon, voilà, cet événement aurait pu peut-être passer totalement inaperçu. Et on pourrait en fait prendre des multitudes d'exemples allant dans le même sens, d'événements qui, comme tels, sur le moment, ne sont pas compris par les témoins de l'époque pour leur grandeur. Et il faut attendre parfois des dizaines d'années, parfois plus longtemps encore, pour qu'un événement prenne toute sa dimension historique, hein. Après tout, on pourrait se dire que, bon, je sais pas, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492, sur le coup, aurait pu parfaitement tomber dans l'oubli si par exemple il avait fait naufrage au retour. Et puis même sur le coup, ça n'a pas non plus été un tel bouleversement, puisqu'on croyait simplement avoir découvert une nouvelle façon de relier le Japon, hein, de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus courte que en traversant le continent asiatique à pied. Bon, donc en fait, on aurait, enfin, peut-être pas en rester là, mais cet événement aurait pu rester quelque chose, bon, voilà, simplement une trouvaille intéressante pour les routes commerciales, sans plus, hein. Et vous voyez, c'est avec le recul, avec le passé, que cet événement a pris toute son ampleur, au point que les historiens aujourd'hui en font la date qui marque le passage dans l'époque moderne. Mais sur le coup, Christophe Colomb mettant le pied sur l'île de San Salvador,
et certainement pas eu l'impression de faire basculer l'histoire dans une autre ère, dans une autre... d'accord. Voilà. Donc en fait, l'historien doit, à travers la trame du passé, rechercher, si vous voulez, ce qui va donner à un événement sa véritable dimension. Par exemple, lorsqu'il cherche les causes lointaines d'un événement fameux, d'un événement très important, eh bien l'historien va parfois être amené à déterrer en fait des événements qui étaient jusqu'alors passés assez inaperçus dans la mémoire humaine, pour leur attribuer leur véritable dimension, leur véritable rôle dans l'histoire. Hein, vous voyez, donc l'historien, en fait, fait ressortir l'historien, comment dire, ne trouve pas sous sa main une matière toute prête à mettre en ordre dans le récit historique. C'est l'historien qui fabrique lui-même la matière dont il a besoin, c'est-à-dire qu'un événement, ou même un fait historique, c'est quelque chose que l'historien fabrique. Enfin, je ne veux pas dire que ce soit fictif, mais c'est un événement historique, c'est quelque chose que l'historien construit. Hein. Et d'ailleurs, on pourrait dire la même chose avec les périodes historiques ou les ères historiques. Hein. C'est l'historien qui les délimite, elles ne sont pas comme telles délimitées dans l'histoire. Et donc, je voudrais ici faire plus généralement une réflexion sur faits et jugements. Hein. On a coutume de dire qu'il faut mieux, par exemple, quand on rapporte un récit, séparer les faits des interprétations, c'est-à-dire ou du jugement, c'est-à-dire, voilà, expliquer les faits tels qu'ils se sont produits en évitant d'y ajouter des interprétations personnelles, des jugements personnels. Mais en fait, dans le domaine de l'histoire, on voit bien que cette distinction-là est impossible, puisque justement, l'historien, lorsqu'il isole un fait, il montre par un jugement pourquoi ce fait est digne d'être isolé, pourquoi ce fait mérite d'être isolé, hein, mérite d'être mis en avant. Donc vous voyez, en histoire, on ne peut pas séparer les faits et les jugements, c'est-à-dire que, par exemple, qualifier un fait, c'est déjà apporter un jugement sur ce fait. Hein. Et par exemple, en voulant supprimer le jugement, on supprimera le fait lui-même. C'est toute la problématique, vous voyez, par exemple, de la qualification des crimes contre l'humanité. Ce concept de crime contre l'humanité a été inventé après la Seconde Guerre mondiale, après la Shoah, pour désigner, par un terme précis, par un terme propre, pour désigner la destruction des Juifs d'Europe, hein, la tentative des nazis de détruire les Juifs d'Europe. Bon, il est clair que c'est un jugement, mais vous voyez que si on supprime ce jugement, si on dit non, en fait, tel génocide n'est pas un crime contre l'humanité, eh si on altère si on modifie pardon, ce jugement, on altère par là même le fait que l'on veut décrire. C'est-à-dire que le fait de dire, voilà, euh, le, la tentative de destruction des Juifs est un crime contre l'humanité, c'est déjà en fait, enfin c'est porter un jugement, mais c'est en même temps établir le fait, puisque si on refuse ce qualificatif, alors à ce moment-là, enfin cette catégorie, à ce moment-là, finalement, c'est le fait historique lui-même qui est altéré. Donc en fait, ces deux aspects sont totalement inséparables. Le fait et le jugement ne peuvent pas être séparés. Donc là où je veux en venir, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'histoire purement objective et neutre. Hein, c'est le deuxième point. L'historien doit juger, cela n'est pas comment dire, extérieur aux prérogatives de l'historien. Loin de là, c'est même, je crois, tout l'intérêt de la discipline historique, des études historiques. C'est-à-dire que la neutralité n'existe pas. Lorsque l'on prétend, alors ça je crois même que ça vaut au-delà de l'histoire, lorsqu'on prétend demeurer parfaitement neutre dans nos rapports, dans nos récits, etc. Bon, voilà, c'est quand même souvent une façon, en fait, de passer en sous-main des jugements que l'on ne veut pas présenter comme des jugements, mais qu'on veut présenter comme des évidences. Hein. Et donc, je crois souvent que c'est quelque chose d'assez malhonnête. Par exemple, il n'est pas anormal que la presse soit de parti pris, que la presse puisse émettre une opinion, qu'un journaliste puisse émettre un jugement. Je crois même que le contraire est une grave supercherie. Par exemple, je ne sais pas, on peut voir que certains médias ne rougissent pas
d'avoir une certaine perspective politique sur les événements, et d'autres médias prétendent au contraire ne pas en avoir, être parfaitement neutres. Eh bien, je crois que la première des deux manières est plus honnête que la seconde, hein, et que, à la limite, voilà, quand on veut s'informer, il vaut mieux acheter un journal de droite, un journal de gauche, et puis ensuite voir dans chacune de ces publications, voilà, les jugements portés par les journalistes, et puis ensuite se faire son opinion. Mais par contre, lire une presse enfin croire que certains témoignages sur sur les événements du temps présent peuvent être parfaitement neutres, je crois que cela c'est une erreur, c'est se leurrer, hein. Donc les historiens doivent eux aussi parfaitement assumer, je crois, le fait d'avoir un jugement sur la matière qu'ils rapportent. Et cela, à mon avis, ne diminue pas du tout la valeur du travail historique. Au contraire, l'intérêt, je crois, de l'histoire, c'est que la matière de l'histoire est une matière à débat, et que voilà, l'historiographie des mêmes événements peut changer de cap, changer d'inflexion tous les 15 ans, c'est pas, ou tous les 10 ans, c'est pas un drame, enfin je veux dire, c'est pas ce qui doit réduire l'intérêt de l'histoire, c'est au contraire ce qui augmente l'intérêt de l'histoire, la multiplicité des perspectives, hein. Alors je ne veux pas dire par là que voilà, l'histoire est une matière purement relative, et que, bon, je sais pas, peut-être que, voilà, dans 10 ans, on va découvrir qu'en fait, non, figurez-vous que la Shoah n'a jamais existé. Enfin bon, c'est pas du tout ça que je veux dire, hein. Ce que je veux dire par là, c'est que l'intérêt de l'histoire, c'est qu'on peut débattre quand même de, par exemple, bah, de la signification des faits historiques, et donc par exemple la signification, par exemple de l'épisode historique que je viens de rapporter par rapport à l'histoire du Troisième Reich. Hein, voilà, ça c'est une matière à débat, et en soi, c'est une question qui peut parfaitement rebondir de décennie en décennie. C'est pas du tout comment dire, ouvrir la porte au négationnisme que de dire cela, mais au contraire comprendre la spécificité du récit historique, hein, la spécificité des études historiques, pardon. Nietzsche est généralement considéré comme l'inventeur du perspectivisme, c'est-à-dire de l'idée que on ne peut pas constituer la vérité d'un point de vue unique, mais que la vérité doit être comprise comme une multiplicité de perspectives différentes qui varient et se complètent, hein. Et je crois que ce point de vue est particulièrement pertinent quand on parle de l'histoire, hein. Nietzsche n'est pas un relativiste, et s'il s'intéresse à l'histoire, c'est parce que l'histoire propose précisément par excellence une multiplicité d'interprétations, une multiplicité de points de vue. C'est ça qui en fait l'intérêt. Pour terminer là-dessus, je voudrais juste emprunter une citation à Jean-Pierre Azéma. Jean-Pierre Azéma, c'est un historien français contemporain, qui est un historien très intéressant, qui a écrit principalement sur la Seconde Guerre mondiale, justement, en France, et qui, dans un de ses ouvrages, en introduction, fait état de ses engagements politiques. Il explique qu'il n'a jamais caché qu'il était militant communiste, et il ajoute que cela ne doit pas l'empêcher d'écrire sur la période justement que je citais, mais au contraire, cela doit ajouter un intérêt à sa perspective sur l'histoire de la résistance, qui était en grande partie aussi l'œuvre des communistes. Et il termine donc cet avertissement en préface de son ouvrage sur la résistance, en disant qu'il ne prétend pas être neutre, mais par contre il prétend être impartial. Ça me semble une distinction très intéressante. Un historien doit chercher à être impartial. Mais vous savez, c'est comme un juge. Le juge, il prend parti, enfin je veux dire, il prend parti, il prononce un jugement, on va dire, hein, mais il doit éviter d'être de parti pris. C'est-à-dire que le juge ne peut pas être neutre, mais par contre, il doit rester impartial. C'est la condition pour porter un jugement éclairé, hein. Et je crois que dans le cadre de l'historien, en fait, c'est à peu près la même chose. Voilà, je vous laisse ici, et donc dans la prochaine vidéo, nous terminerons ce grand 1.